Bonsoir, bonsoir. Donc, normalement, tout est bien branché. Vous devez m'écouter correctement. Enfin, j'espère. Et bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre lecture de l'interprétation des rêves avec le chapitre qui correspond. Donc, nous sommes à la deuxième partie du texte et nous sommes dans les processus psychologiques oniriques. Et nous sommes arrivés à la partie qui s'appelle au sous-chapitre, on va dire, de la réalisation des rêves. Donc, la réalisation des rêves. Donc, nous avions déjà vu d'ailleurs qu'il y avait déjà un chapitre qui avait tendance aussi à s'appeler comme ça, qui s'appelait Le rêve est une réalisation de désir, où là, il s'agissait, on va dire, il s'agissait de pouvoir donner la preuve. D'ailleurs, Freud, il se fait le même genre de questions en commençant le chapitre en se disant, est-ce que vraiment tous les rêves vont être des rêves de réalisation? Est-ce que dans chaque récit de rêve, on va finir par interpréter la réalisation d'un rêve? D'accord, c'est ce qui va recommencer à partir de ce texte ici aussi un petit peu à proposer. Donc nous avions vu que cette première thèse que présentait Freud dans la première partie de l'interprétation des rêves, et qui disait donc que le rêve est une réalisation de désir, que le rêve a un sens et que son sens est une réalisation de désir. Mais rappelons-nous, et ce n'est pas un détail, que cette réalisation de désir est hallucinatoire. Vous vous rappelez le rêve qu'on avait vu, où il s'agissait de ce rêve de Freud, où il avait soif, il dormait, il avait soif, et donc dans son rêve, il rêve qu'il prend un verre d'eau et qu'il va satisfaire sa soif. Donc c'est une soif qui est satisfaite d'une manière hallucinatoire. Donc nous avions vu aussi que le présent est le temps que le désir utilise pour se réaliser. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir qui se réalise hors du présent. Le présent, c'est le temps où je vis, je fais ça, et là, boum, je réalise mon désir. C'est-à-dire que ce que présente Freud, c'est qu'il existe ces deux mondes, on va dire. Non, ces deux mondes. D'un côté, nous avons le monde de la réalité objective matérielle, et d'un autre côté, nous avons cette réalité psychique. D'accord? Où nous avons la possibilité d'halluciner. Disons que dans la réalité psychique, nous avons la possibilité d'halluciner. Donc, cette partie donc, du texte de le chapitre, ce grand chapitre de la psychologie des processus oniriques, c'est le chapitre le plus théorique de Freud. On va voir où il va atteindre, disons, les plus grandes généralisations au sujet du fonctionnement de l'appareil psychique. Donc, on avait vu la fois dernière, il y a 2 mardis, où on avait vu dans le chapitre de l'oubli des rêves qu'avec ce chapitre, il nous avait montré qu'il s'agissait d'un nouveau niveau d'objectivité. C'est-à-dire que notre matière première, ça allait toujours être le récit du patient. D'accord? C'est-à-dire que c'est celui qui parle, c'est ce discours-là. Je n'imagine pas qu'il me ment, je n'imagine pas qu'il a tout déformé, sinon que j'imagine que ça, c'est le matériel que j'ai, que c'est évidemment un matériel déformé, mais que c'est le matériel sur lequel je vais travailler. Que je ne vais pas chercher à savoir réellement quel est le rêve qui a été vécu, quel est le rêve qui a été rêvé. Je ne vais pas chercher la vérité, je vais écouter le récit du patient. Donc ça, c'était pour le premier chapitre sur cette deuxième partie de l'œuvre de Freud.
Et ensuite, il y avait le chapitre suivant, donc on avait vu la fois dernière, le mardi dernier, qui était sur la régression. La régression, donc nous allons y revenir, hein, nous allons régresser à la régression dans un petit moment. Donc il va nous expliquer ici, Freud, qu'un appareil psychique, donc on avait déjà vu aussi que c'était une idée, par exemple, d'un appareil virtuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de localisation, il n'est pas localisé ni dans le cerveau, ni nulle part, on va dire, que c'est un appareil qui se produit. Donc, c'est-à-dire, et quand se produit cet appareil? Quand je parle. Quand je parle dans une séance de psychanalyse. C'est-à-dire que c'est simplement dans ce contexte que va se produire l'appareil psychique. Donc, et c'est pour ça qu'il n'existe pas d'avance. Donc, cet appareil psychique se divise en instances. Donc, nous savions qu'il y a une relation entre ces instances. Donc, nous avions l'inconscient, le préconscient et le conscient. Donc, d'un côté, nous avons ce qu'on appelle l'inconscient, qui est séparé d'une manière complètement imperméable avec les autres instances, qui sont le préconscient et l'inconscient. Et que le contenu du préconscient peut passer à la conscience. Parce qu'on va dire qu'à un moment donné, il a déjà été conscient, donc il peut revenir à la conscience. D'accord? Donc, nous avions vu que dans les chapitres, donc dans cette première partie de l'interprétation des rêves, la méthode d'interprétation, le rêve est une réalisation de désir, le travail du rêve, matériel et source, nous avions vu que le rêve, en fait, c'est une force de l'inconscient, c'est un désir qui, pour passer à la conscience, doit obligatoirement se déformer en utilisant des mécanismes, et les mécanismes qu'il va utiliser sont des mécanismes de déplacement et de condensation, et qu'il va prendre donc ce sont les mécanismes de l'inconscient, donc c'est des mécanismes en fait qui vont tout le temps travailler. Et dans notre vie, les déplacements de la condensation et du déplacement, c'est quelque chose qui va être présent même dans notre vie, on va dire, consciente, parce que notre vie n'est jamais que consciente, sinon qu'il y a une partie consciente et une autre partie qui est préconsciente et une autre partie qui est inconsciente. Pas seulement dans les rêves, mais aussi dans notre vie quotidienne. Et donc, on va voir que donc cet inconscient, il faut penser que l'inconscient, c'est une énergie. En fait, c'est pour ça que ça ne peut pas passer, ça ne va pas passer, ça passe comme énergie. C'est comme si on branchait quelque chose. En fait, c'est une sorte de moteur, c'est une énergie. C'est un appareil particulier et qui fonctionne seulement si on le fait fonctionner. Comme tous les appareils a priori, mais c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Si on ne le met pas en fonctionnement, il n'existe pas. Et que nous avions vu que pour fabriquer, on va dire, un appareil, puisqu'en fait, Freud, il a étudié avec ses patients, il a étudié l'appareil psychique. C'est-à-dire qu'il a fabriqué l'appareil psychique chez chacun de ses patients. Bon. Et donc, dans la partie de la régression, donc du chapitre antérieur que nous avions vu la fois dernière, Freud, il avait donc commencé à exposer cet appareil, parce que là, vraiment, c'est à partir du chapitre de la régression qu'il commence à nous parler de l'appareil, parce qu'avant, c'était des phrases très abstraites, tandis que là, il commence à situer. Il commence à situer, et donc, il dit que cet appareil a deux pôles. Il a un pôle sensible et un pôle moteur. Et que normalement dans la journée, l'énergie passe ou l'excitation se déplace du pôle sensible au pôle moteur. On va dire voilà le mouvement habituel de l'énergie. Mais durant le rêve, durant la nuit, comme la porte, l'accès au pôle moteur est fermé, l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait?
l'énergie, elle revient en arrière jusqu'à l'extrême sensible. C'est-à-dire dans un sens contraire à la progression que Freud, il attribuait donc au processus, au mouvement normal de l'appareil. Donc, il revient en arrière, non, et il va se retrouver face, on va dire, ou avec l'identité de perception. Donc, on va faire une petite révision sur ce processus de la régression parce que c'est vraiment quelque chose de très important puisque ça va, on va dire, dominer notre vie. En fait, le processus de régression, c'est un processus qui va dominer notre vie. Donc, l'identité de perception, il va dire, elle est nulle part ailleurs. Parce que vous vous rappelez qu'on avait vu que l'identité de perception, c'est l'instant où je perçois, mais qui ne reste pas fixe. Sinon que tout de suite, il va passer dans la mémoire, et dans la mémoire, qui va garder, qui va s'installer comme trace mnémique, qui va se garder comme trace de la mémoire, d'accord? Et que donc cet instant, on avait vu que cet instant de perception ne peut pas se maintenir, parce que sinon, les nouvelles informations ne passent plus. D'accord? C'est comme quand des fois on reste en disant « Ah, on reste bloqué ». Non, on a bloqué cette identité de perception et donc il n'y a plus rien qui rentre. Non, des fois ça nous arrive, je veux dire, que c'est quelque chose, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, il faut mémoriser, il faut passer dans la mémoire et bien évidemment, quand on passe cette perception dans la mémoire, elle se transforme. Non, puisqu'on va le mettre dans l'armoire, dans le tiroir de la mémoire, et donc obligatoirement là, elle prend un autre aspect. Elle prend un autre aspect. Et donc, ce qui a été reçu, l'identité de perception disparaît et qui est transformée dans le passage, hein, qui est transformée par une trace dans la mémoire. Ok. Par exemple, non, il y a Ménassa dans le livre vert, et qui s'appelle Freud et Lacan ont parlé. Il nous dit, par exemple, il nous donne un exemple qui est assez didactique, on va dire, il dit « Je passe devant une poissonnerie et je dis « Quelle odeur de mer !» Et donc il dit « De quelle mer ?» Bon, en plus qu'on pourrait dire maman, mais là, le texte est en espagnol, donc il ne joue pas tout de suite là-dessus. Mais je veux dire que l'odeur de mer, c'est un souvenir. C'est une trace mnémique. Vous voyez donc en plus cette trace que moi je viens de tout de suite associer par maman. Donc la mer, l'odeur face à la poissonnerie, moi je l'ai tout de suite associée à la mer. Donc vous voyez comment ça s'associe les traces. Elles s'associent donc, et en français, avec tous les homophones qui existent, bien sûr, on saute d'une trace à l'autre sur les mots. Non, on va dire, par exemple. Donc on peut dire que quand je dis mer à un moment, parce que je passe devant une poissonnerie, il dit ce que je fais, c'est que je régresse. Je régresse dans la mémoire pour aller chercher cette trace, la dernière trace ou la trace que j'ai sur l'odeur de la mer, l'image de la mer, ou donc de la maman dans ce cas-là, puisque Clémence, elle a associé tout de suite en disant mère, elle a vu sa mère. D'accord? Ok. Et donc il va dire que l'identité de perception, ou chercher cette identité de perception, c'est toujours un processus hallucinatoire. D'accord? Parce que je cherche à percevoir quelque chose qui n'existe plus, qui a existé un instant et qui a disparu. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Et pourtant, quand je dis mère, je cherche encore cette image de la mer ou quelque chose qui fait référence, mais qui est complètement déformé. Puisque vous voyez, moi, en cherchant l'odeur de la mer qui est devant la poissonnerie, moi, je suis allée avec ma maman. D'accord? Donc c'est pour vous montrer, c'est intéressant pour vous montrer comment les traces, tout d'un coup, elles délirent. Et Clémence, elle s'en va avec sa maman. Donc, c'est complètement, non, halluciné, on va dire, halluciné.
Alors maintenant, nous allons rentrer un petit peu donc dans ce nouveau chapitre qui est là, après cette petite révision rapide, on va dire. Nous allons rentrer dans le chapitre. Alors attendez, je vais faire ça peut-être. Oui, je vais faire ça. Donc nous allons rentrer dans le chapitre de la réalisation de désir pour voir qu'est-ce que Freud vient nous raconter ici. Donc il va d'abord utiliser Aristote pour nous présenter que Aristote déjà avait l'idée que le rêve, c'est la suite en fait de notre pensée réveillée et que pendant le rêve, nous continuons nos idées, les idées de la journée. Et donc, effectivement, Freud dit, et pourquoi on ne pourrait pas penser ça, puisque pendant la journée, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas que des désirs, on ne fait pas que réaliser des désirs pendant la journée. Donc, il dit, on émet des jugements, on fait des conclusions, on réfute des idées, on élabore des hypothèses, on formule des propos. Donc, il dit, comment on peut... Non, c'est une question d'ailleurs qui s'était déjà posée dans le deuxième chapitre de l'interprétation des rêves. Il dit, donc, et comment est-ce possible que nous, on aille et on dise que non, c'est toujours une réalisation de désir? D'accord? C'est-à-dire que même si on est très préoccupé, même si le rêve que nous avons fait, on voit que c'est une préoccupation aussi dans la conscience, on voit les éléments, on dit oui, c'est quelque chose, il est préoccupé. Non. D'accord? Ça, c'est une apparence, donc on va dire de la conscience, donc il n'y a pas de préoccupation. Et nous allons voir comment Freud il va nous montrer que c'est toujours un désir qui se réalise dans le rêve. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous expliquer qu'il y a différents types de désirs. En plus, nous avions déjà d'une certaine façon vu un petit peu ces différences, puisqu'il avait dit, il nous avait déjà parlé par exemple des désirs insatisfaits. Vous vous rappelez des désirs insatisfaits qu'on avait vus avec Freud? Attendez, je prends un peu d'eau parce qu'il fait sec ici. Donc, les désirs insatisfaits qu'il nous avait présentés, c'était, il nous avait donné l'image des désirs insatisfaits que Freud, que les enfants présentent. Vous vous rappelez, on avait vu par exemple que de la fille de Freud, Anna Freud, on lui avait interdit, elle était à la diète, au régime, parce qu'elle avait elle avait vomi pendant la journée, donc on lui avait interdit de manger quoi que ce soit pendant une journée. Et donc, pendant la nuit, le lendemain, elle se réveille et elle dit « Papa, j'ai rêvé que je mangeais des fraises, des bonbons. » Et que, donc, elle satisfaisait le désir qu'elle avait dû maintenir insatisfait pendant la journée puisqu'on ne l'avait pas laissé manger. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un désir insatisfait. Ensuite, d'un autre côté, nous avons d'autres désirs, donc il va présenter Freud, qui sont les désirs réprimés. Et ensuite, nous avons les désirs inconscients. Donc, ces désirs insatisfaits, il les décrit en disant que de temps en temps, oui, ça va être des désirs qui vont être perçus par la conscience. Parce qu'effectivement, la conscience va se rendre compte qu'il y a un désir, mais que je ne peux pas réaliser, je ne peux pas cristalliser dans la réalité, donc je suis obligée de renoncer. Donc il parle, donc effectivement, et donc il dit qu'en fait ce sont des désirs qui apparaissent dans la conscience, que je repousse puisque je ne peux pas, donc je les repousse dans le préconscient et je les rejette même vers l'inconscient. Et donc il dit que les rêves des enfants ne nous permettent pas de douter de cette force qui nous pousse et qui est un désir insatisfait durant la journée, et que l'enfant donc va satisfaire pendant la nuit d'une façon hallucinatoire. D'accord? Bien évidemment, donc on va dire que c'est toujours... alors je vais aller vérifier parce que j'ai l'impression que moi je dis... Alors on va regarder... Donc par exemple, alors attendez, je vais regarder... parce que j'ai l'impression, et hallucinatoire, ok d'accord, hallucinatoire. Donc, je voulais vérifier que hallucinatoire ça existait, mais oui. Donc l'hallucination ça existe et hallucinatoire ça existe aussi.
Donc, mais Freud, il va dire qu'en fait, ce désir insatisfait, conscient et insatisfait dans la journée, il dit, je ne crois pas qu'il ait la force, que ce n'est pas un désir assez puissant pour provoquer un rêve chez un adulte. Il dit chez un enfant, d'accord, non, puisqu'il y a beaucoup d'élans qui vont les pousser vers cette réalisation, mais il dit, mais chez un adulte, non. Et en fait, il va dire que le rêve ou ce désir insatisfait, il a besoin d'être renforcé par le désir inconscient pour pouvoir passer en plus toutes les étapes qu'il doit passer. Et donc, effectivement, il a besoin de la force qui vient de l'inconscient pour passer toutes les étapes, pour tout le travail qu'il doit faire pour se réaliser. Parce que bien sûr, c'est un travail. Et en fait, il va nous dire que l'inconscient, il travaille tout le temps. On en avait déjà vu un petit peu, on avait vu qu'il travaille tout le temps et qu'en fait, qu'il est toujours en activité et qu'il est toujours disposé à obtenir, une expression, voir où est-ce qu'il peut passer pour s'exprimer. Non, on avait vu que l'inconscient, il ne juge pas, il ne calcule pas, il ne cherche qu'à se transformer. Donc ça, c'est le seul objectif qu'a l'inconscient, c'est se transformer. C'est-à-dire, lancer son énergie, en fait. Lancer de l'énergie qui passe à différentes représentations, parce qu'on dit que le préconscient, une fois que l'énergie a passé entre l'inconscient et le préconscient, une fois qu'elle est passée, elle peut se transformer en mots. C'est pour ça qu'à partir des mots, on peut aussi aller et revenir, on va dire, ou toucher, mais grâce aux mots qui sont donc dans le préconscient. Et donc, il dit que l'inconscient, effectivement, il va chercher une opportunité pour s'unir avec un sentiment qui provient du conscient et lui transférer donc son énergie pour qu'il puisse s'exprimer. Il dit que donc ces désirs de notre inconscient qui sont tout le temps en activité, on doit les considérer comme immortels. C'est-à-dire que ce sont des désirs qui vont mourir avec nous. Il dit, vous pouvez même imaginer que ça fait penser, il dit qu'en fait ce sont des souvenirs qui font penser à ces titans des légendes sur lesquels pèsent depuis des temps immémoriaux d'immenses montagnes qui étaient lancées donc sur ces désirs, non, mais qu'ils continuent à trembler. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des désirs qui ont été réprimés, mais qu'il y a comme une sorte, comme un volcan, non, un bouillon là comment on va dire, qui bout, un bouillon qui bout et qui veut sortir. Et donc, de temps en temps, il y a des secousses, il y a des convulsions, et ce sont donc ces désirs réprimés qui sont aussi, donc évidemment, de provenance infantile, d'accord, qui veulent sortir et s'exprimer. Mais comme ils ne peuvent pas s'exprimer tels quels, ils vont devoir se déformer pour apparaître dans l'inconscient. C'est pour ça que dans l'inconscience, nous avons toujours les effets de cet inconscient. L'inconscient, lui-même, on ne pourra jamais y arriver. Par contre, nous avons les effets de cet inconscient pour savoir quelque chose de l'inconscient. Grâce à ces effets de l'inconscient, nous pouvons donc, quand nous sommes dans la situation adéquate, nous pouvons construire cet inconscient. Et ensuite, donc là, il nous parlait des désirs insatisfaits. Et ensuite, il y a aussi donc les désirs réprimés. Donc, ce sont des désirs qui sont apparus dans la conscience,
donc il dit à un moment donné, mais qu'en fait ils ont été donc réprimés, mais qu'ils peuvent à un moment donné réapparaître. Et donc par exemple il va nous raconter l'histoire, une anecdote d'un rêve d'une femme. Il dit donc c'était une femme un petit peu moqueuse, il nous la présente. Et il nous raconte que pendant la journée, on lui avait demandé ce qu'elle pensait du prétendant ou du copain ou du fiancé de son amie. Et d'ailleurs, il précise, c'était une amie un petit peu plus jeune qu'elle. Et donc, on lui demande à cette femme, qu'est-ce que vous pensez du copain de votre amie? Et en fait, donc, elle dit à Freud que sa véritable opinion, c'est de penser que bon, elle est un petit peu vulgaire, un peu commun, un peu quelconque. Et qu'elle aurait bien aimé pouvoir le dire tranquillement, mais que en relation avec son ami, donc pour son ami, elle n'a pas manifesté son idée, sinon que directement, elle a commencé à lui faire des compliments. Oui, il est vraiment fantastique, etc. Et donc, pendant la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle répète la même scène, c'est-à-dire qu'on lui repose la même question, et que cette fois, par contre, elle va répondre, et elle va répondre que quand dans le magasin, ils savent de quoi il s'agit, il suffit d'indiquer le numéro. D'accord? C'est-à-dire qu'il va nous dire que, il va venir nous expliquer qu'il n'y a pas de dessin à faire, que les choses sont claires. Donc, c'est-à-dire que ce désir qu'elle avait dû donc réprimer, ou on va dire refouler, dans le sens où l'a remis un petit peu en arrière, elle se donne, non? Elle se permet donc de réaliser ce désir pendant la nuit pour couvrir, on va dire, cette insatisfaction. Et donc, de la même façon que les désirs insatisfaits, c'est-à-dire que là, il va dire que ces désirs réprimés, ils sont aussi employés, en fait, par le désir inconscient, qui va utiliser ces désirs réprimés, ces désirs insatisfaits, pour leur passer l'énergie, d'accord? C'est là où on voit l'association, non? L'association libre. C'est pour ça qu'on va voir que l'association libre et le transfert, en fait, ils doivent avoir lieu toujours en même temps. Il n'y en a pas un qui peut fonctionner sans l'autre, on va dire. Et donc, il va dire que ce sont donc les véritables désirs inconscients qui peuvent attribuer, qui peuvent avoir cette énergie qui va produire les rêves. D'accord? Non seulement, en plus, il va venir nous dire que ce n'est pas seulement les rêves qu'il va produire, sinon qu'il va produire la pensée normale, la réflexion, les souvenirs et même la poésie. C'est-à-dire que, bon, on continue un petit peu, non? Parce qu'on va voir que donc on voit que c'est il dit que donc le développement théorique de ce chapitre, et qui est le moteur d'où dépend en fait les formations de l'appareil, c'est le désir inconscient. Et que s'approcher à la technique dans ce chapitre, c'est donc on s'approche à quoi? Au transfert, au concept de transfert. Donc on avait déjà vu que le transfert avait lieu avec la condensation pour la déformation onirique, et qu'en plus, là, il nous montre qu'il a aussi lieu, d'accord? C'est-à-dire, quand on va voir qu'il transfère cette énergie de l'inconscient, et en fait, cette énergie de l'inconscient va arriver jusqu'à la conscience. D'accord? Parce que sinon, s'il n'y a pas cette énergie, il n'y a pas la possibilité de s'exprimer. Et donc, pour pouvoir s'exprimer et arriver dans la conscience, qu'est-ce qu'il fait? Il va transférer son énergie sur les désirs réprimés et sur les désirs insatisfaits. D'accord? Et donc, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, il nous dit on peut imaginer une situation sociale. Il dit, imaginez que l'idée
non, comme si c'était une idée diurne, il dit qui représente la formation du rêve, le rôle de l'associé, on va dire, industriel. D'accord? C'est-à-dire que l'associé industriel, il a une idée et il veut l'exploiter. Mais il ne peut pas le faire sans capital. Donc il a besoin d'un associé capitaliste qui va donc lui dépenser toute l'énergie, tout son argent pour la réalisation de cet associé industriel. D'accord? Et donc, en fait, il dit qu'on peut imaginer que dans le rêve, le capitaliste, donc cet associé capitaliste, c'est celui qui va mettre toute l'énergie psychique qui est nécessaire pour la formation du rêve, ok, quelle que soit l'idée, C'est-à-dire qu'il va laisser le désir, non, il va mettre le désir inconscient dans l'idée. Il va aussi faire référence donc pour reconnaître que dans les rêves d'angoisse, ou les rêves désagréables, ou les cauchemars, que ce sont aussi des rêves de satisfaction et des rêves de réalisation de désir. Donc là, il devance un petit peu le chapitre prochain, le mardi prochain, mais il va faire référence donc aux rêves désagréables qui peuvent être considérés en fait comme des rêves de punition. Donc après l'interprétation, on va voir que la réalisation, c'est une punition parce qu'il y a des gens qui ont une satisfaction, qui doivent réaliser que réaliser un désir, ce n'est pas toujours partir aux Caraïbes. D'accord? C'est-à-dire que réaliser un désir, ça peut être aussi réclamer une punition et que dans mon rêve, on me donne la punition que j'ai réclamée. Par exemple. Donc, il parlait de la punition. Et en fait, cette punition, il va nous dire, parce que pourquoi on a besoin d'une punition? Parce que dans le rêve, on a réalisé un désir illicite et réprimé. Rappelez-vous qu'on avait vu dans Matériel et Source des rêves que le désir qui se réalise, c'est le désir sexuel, infantile et réprimé. D'accord? C'est-à-dire quelque chose d'interdit. Donc, si je le réalise, après, je me sens coupable. Et ça, après, il va le montrer. Donc, justement, l'importance, quand on parle de cette vie où nous avons la possibilité d'halluciner, c'est-à-dire que même si, on va dire, simplement parce que j'ai fantasmé quelque chose d'interdit, je vais réclamer une punition parce que je me sens coupable d'avoir fantasmé quelque chose. Donc vous voyez, c'est là où la psychanalyse est très importante pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir séparer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent simplement pour les idées qu'ils ont, pour ce qu'ils ont fantasmé. Et donc Freud, il va venir nous dire, il va dire, c'est que l'acte de pensée, c'est la substitution du désir hallucinatoire. D'accord? Bonsoir Dalia. D'accord? C'est la substitution, c'est-à-dire que quand on va penser, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai deux manières de penser. Bah, trois plutôt. Comme maintenant, moi, je suis en train de penser avec vous. C'est-à-dire que je parle, je transmets mes idées. Donc ça, c'est pas hallucinatoire. D'accord? C'est pas une hallucination, je transmets des idées. Par contre, si je ne dis rien, que je me tais et que je dis non, je suis en train de réfléchir, je suis en train de penser, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, je régresse, ou je passe à l'acte, ou je régresse. Donc, si je régresse, j'hallucine. Et il n'y a pas d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que penser, on va dire que c'est la substitution du désir d'halluciner, c'est-à-dire que c'est halluciner. C'est pour ça qu'on va dire que pour penser, il est nécessaire d'écrire, de passer à l'acte. D'accord? Et ça, c'est pas un petit détail, c'est quelque chose de très important. Parce que nous devons nous rendre compte de tout le temps que nous mettons avec « je pense »,« non, je réfléchis, je pense ». Je dois passer à l'action. Alors effectivement, il ne s'agit pas tout de suite de sortir dans la rue et d'aller faire n'importe quoi. C'est vrai qu'il faut réfléchir avant de prendre certaines décisions, etc. Mais à l'écrit, parce que sinon, régression, j'hallucine, je ne suis plus dans la réalité.
Je suis dans ma réalité psychique qui n'est pas la réalité extérieure. Okay, donc, c'est nécessaire de pouvoir séparer. D'où l'importance, on va dire, d'avoir la possibilité d'aller parler avec un psychanalyste, d'accord, pour faire sortir toutes ces phrases, on va dire, pour construire ou découvrir notre manière de parler, parce que notre manière de penser, non? Justement, donc, face à un autre qui ne va pas nous juger, qui va pas calculer, c'est-à-dire quelqu'un qui va me permettre d'apprendre à parler et à apprendre à penser. Parce que là, si je pense simplement dans ma tête, je pense très peu, je ne peux pas réfléchir, je retombe toujours dans la même boucle. Par contre, quand je parle avec quelqu'un, tout d'un coup, je fais face à mes idées, à mes phrases. Non, c'est comme, ah, regarde ce que j'ai dit. D'accord? Parce que quand on parle avec ses amis, on va dire, oui, non, moi je parle avec mes amis, mais mes amis ne m'écoutent pas. Mes amis, ils écoutent leur propre histoire. D'accord? C'est-à-dire que chacun écoute, quand on parle, il écoute sa propre histoire, il se compare au discours de l'autre. D'accord? Donc en fait, ils sont chacun dans leur délire. D'accord? Une conversation entre deux amis, c'est chacun dans son délire. Sauf si on construit quelque chose. Si il y a une conversation pour construire quelque chose. Mais raconter ses histoires à un ami, ben, c'est qu'est-ce que je raconte? De quoi je parle? Non? Puisque ce que je dis, ça dépend aussi de la personne à qui je parle. Bon, nous allons continuer un petit peu avec le texte. Donc il est donc parfaitement logique, dit Freud, que le rêve soit une réalisation de désir. Et il dit parce que en fait, que le désir inconscient, c'est le seul qui peut inciter au travail, à mettre au travail notre appareil psychique. D'accord? C'est-à-dire que c'est le moteur. S'il n'y a pas de désir inconscient, il n'y a pas d'appareil psychique, je meurs. Parce que nous sommes soutenus. Nous vivons grâce à notre appareil psychique. Ce n'est pas le cœur qui s'arrête, c'est notre appareil psychique qui arrête de désirer. J'arrête de désirer, poum, poum, je meurs. Donc, il va nous parler de ce processus du transfert. Et donc, comme on avait commencé à voir dans l'autre chapitre, qui est un autre élément, un autre aspect de la technique. D'accord? C'est-à-dire qu'on va dire que pour pouvoir pratiquer la psychanalyse, on va dire que les deux éléments de la méthode psychanalytique, c'est l'association libre, comme on l'avait vu dans le chapitre de la régression, et d'un autre côté, donc on avait vu, c'est, où on voit là comme maintenant, c'est le transfert. Et donc il va nous expliquer très bien de quoi il s'agit. Donc l'association libre, on avait vu que c'était parce que quand je commence à parler librement, c'est-à-dire que je suis capable de dire non, Freud il nous donne une image en disant que vous imaginez que vous êtes dans un train, que vous regardez par la fenêtre et que vous allez faire toute la description de ce que vous voyez par la fenêtre. Mais en fait, il dit que par la fenêtre, c'est ce qui nous passe par la tête. Être capable de dire ce qui nous passe par la tête. Sans juger, sans réprimer. D'accord? C'est-à-dire que c'est un exercice qu'il faut apprendre à faire. Parce qu'en fait, nous passons notre journée à juger nos idées. C'est bien, c'est mal, ça va servir, ça va pas servir, ça va contrôler, ça va me permettre le contrôle, ça va pas me permettre le contrôle. Et donc, apprendre à parler un petit peu d'une façon différente. D'accord? Et ça, c'est ce qui va fabriquer l'association libre. Donc, obligatoirement, comme au début de la vidéo, comme au début de la vidéo, j'ai fait référence à la mer de l'odeur de la poissonnerie, d'accord, en faisant référence à la mer. Donc, l'association où j'ai écouté le nom de ma maman, la mer. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme ça. Et après, si je continue, ben, je continue. D'accord? Avec différentes idées. Donc là, c'était... vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas calculé. Tout d'un coup, elle apparaît. Non? J'ai dit la mer, j'ai vu l'autre mer, et c'est quelque chose qui apparaît. Ben voilà, je continue à parler. Donc d'un côté, nous avons pour la technique, donc nous avions vu que la technique, c'était d'un côté, c'était l'association libre, de l'autre côté, le transfert.
Donc ici, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Je vais me dépêcher pour voir si on peut voir. Et donc, ce sont les deux concepts théoriques de la technique psychanalytique. Et donc, il va nous dire que l'association libre, en fait, c'est ce qui va permettre la rencontre avec la représentation. Parce que vous vous rappelez que cette énergie qui voyage toute seule, en fait, elle était séparée de la représentation. D'accord? C'est-à-dire que l'énergie, elle a été séparée de la représentation et elle peut donc se coller à n'importe quelle autre représentation. Un désir insatisfait, quelconque, j'avais soif dans l'après-midi, j'ai cherché partout, j'avais envie de faire pipi, j'ai cherché partout pour faire pipi, et tout d'un coup, je vais rêver que je fais pipi dans mon rêve. Non, cette satisfaction, bon, c'est un exemple un petit peu ridicule, mais quotidien. D'accord? C'est-à-dire qu'il va s'associer avec n'importe quoi. Non, vous vous rappelez quand on disait les gens qui ont peur des araignées? C'est pareil, c'est l'énergie qui s'est déplacée. En fait, il a peur d'autre chose. Mais l'énergie s'est déplacée et aujourd'hui, il se retrouve, il a peur d'araignées. Parce que l'accent psychique, l'énergie psychique, elle s'est collée sur l'araignée. Donc après, il faut aller chercher pourquoi c'était l'araignée. Et c'est donc avec l'association libre qu'on peut l'obtenir. Parce qu'il dit qu'en fait, avec l'association libre, on va retourner, on va avoir un lien en fait avec les restes diurnes, avec les souvenirs qui sont proches ou avec les souvenirs qui sont plus lointains. Ça va même arriver jusqu'aux souvenirs de l'enfance. Ça va passer par les désirs insatisfaits, par les désirs qui ont été un jour dans la conscience, non, et puis qui ont été refusés ou rejetés pour des causes morales ou éthiques ou idéologiques. Enfin, on a refusé. Ben, tout ça, c'est du matériel qui peut apparaître dans l'association libre. C'est-à-dire du matériel qui a déjà été dans la conscience. D'accord? Mais tout d'un coup, on peut dire « Ah, je ne m'en rappelais plus !» Non? Quand on commence à parler. Et en fait, il dit que quand il y a cette association libre, donc, qui existe, on peut retourner en fait à cette, donc d'une façon mythique, puisque on va dire qu'on ne va pas réellement y arriver, mais disons dans l'écoute du psychanalyste, en fait, c'est ce qu'il va écouter, c'est-à-dire qu'il va revenir à cette première fois, à ce transfert, non, à cette association pour revenir à cette première expérience, à première identité de perception. Et donc là, il va nous expliquer, d'accord? Donc il dit qu'en fait, avec l'association libre, il existe une distance entre la trace, d'accord, la trace dans la mémoire, la trace mnémique, à laquelle je suis arrivée, donc d'association en association en association, je suis arrivée comme à cette trace première, d'accord, c'est impossible, mais disons d'une certaine façon, on peut le penser, d'accord, d'une façon théorique, à cette identité de perception, non, et qu'en fait, il dit que c'est cette trace, entre la trace et l'identité de perception, nous avions vu qu'il y avait un travail qui avait été fait. Et bien ça va être l'interprétation psychanalytique. C'est ce que l'interprétation psychanalytique va construire. C'est-à-dire quelque chose qui a disparu, qui n'est plus, ou qui n'a même jamais été, et l'interprétation psychanalytique va pouvoir interpréter après l'association. D'accord ? Et donc, elle va interpréter quoi? Un contenu inconscient. Un contenu inconscient qui a été transféré. Parce qu'on avait vu, quand il y a l'association libre, il y a l'énergie qui va avec. D'accord? Parce qu'on ne transfère pas, non? On n'associe pas sans transfert. L'association, c'est un transfert. D'accord? Et en fait, ce qu'il va nous dire, c'est que toute interprétation, quelle qu'elle soit, c'est la désarticulation d'une articulation incestueuse. Parce qu'en fait, cette première, bon, je continue. Si le désir inconscient a besoin de transférer, il y a un moment où il a transféré pour la première fois. Et ce transfert premier et toutes ces substitutions suivantes sont oedipiques. D'accord? C'est-à-dire que, rappelez-vous qu'on avait dit que la psychanalyse s'intéresse, elle ne s'intéresse pas à la sexualité, elle s'intéresse à la sexualité infantile et réprimée. C'est-à-dire à celle qui est produite à ce moment-là. Et nous allons voir un petit peu parce que de quel désir, non? Quand on parle du désir,
Quel est ce moteur? Quel est ce désir? Hola, Jail. Alors, il va nous dire donc que la psychanalyse a la possibilité, grâce à l'association libre et à l'interprétation psychanalytique, de couvrir cette lacune humaine inconsciente pour l'homme actuel. Et en fait, donc, il va aller plus loin parce qu'il va nous expliquer, ou comme exemple didactique, rappelez-vous, quand on faisait référence à la théorie de Copernic, que la théorie, la découverte de la théorie de Copernic, qui nous a montré que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, qu'en plus la Terre n'était même pas ronde, enfin qu'elle était mal faite. Et en fait, il dit que cette théorie est venue lever la soumission que l'homme vivait et avait de la théorie antérieure, de la théorie ptoloméique, ou qui pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. Vous vous rappelez quand on parlait des Gaulois, les Gaulois qui pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. Imaginez quelle soumission, quelle petite vie. Je veux dire qu'ils étaient, donc ils vivaient dans un délire, d'accord? Nous, quand on les voit aujourd'hui, on se moque d'eux, d'accord? Parce qu'ils sont comme dans un délire. Donc, on va dire que tous les gens qui pensent, par exemple, parce qu'avec la psychanalyse, c'est la même chose. Copernic, il nous a dit, ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. L'être humain n'a pas la capacité de voir ce qui l'entoure, de voir la vérité de ce qui l'entoure. Il n'est pas capable de savoir exactement les degrés de température qu'il y a à l'extérieur, il n'est pas capable de distinguer ce que pensent les autres. Je veux dire qu'il y a une grande limitation chez l'être humain. Mais en plus, il a une limitation, et ça c'est ce que vient découvrir la psychanalyse, sur ses propres processus. C'est-à-dire que la psychanalyse vient découvrir, par exemple, quand on parle des crises de jalousie, des attaques de jalousie, où on va dire « Ah, mais il l'aime tellement que c'est normal qu'il soit jaloux ». Il y a des gens qui pensent que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Donc, il y en a même des gens qui vont provoquer la jalousie chez l'autre, parce que comme ça, ils se sentent aimés. Donc, imaginez le délire. Qu'une crise de jalousie soit de l'amour, imaginez qu'ils vivent dans une autre vie, un autre monde. Donc, ils vivent à cette soumission, en fait, ils sont soumis à ces préjugés. D'où l'importance de pouvoir avoir accès, effectivement, à la science, qui vient nous ouvrir les yeux, un petit peu, parce que nous allons continuer, tous nos processus inconscients vont toujours être inconscients. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais m'allonger sur le divan ou commencer ma psychanalyse que, d'accord, je vais découvrir toutes mes énigmes. Non, 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 bien sûr que non. Mais je vais pouvoir désarticuler, comme il dit, tout ce qui m'empêche de voir. Et beaucoup de choses. D'accord? Arrêtez de croire que ce qui se passe, c'est la vérité. Ce que je vois, c'est la vérité. Ce dont je parle, c'est mon interprétation, ce n'est pas la vérité. D'accord? De pouvoir prendre une distance. Donc c'est pour ça qu'on va dire que la psychanalyse, elle libère l'homme de son histoire. Elle libère l'homme de son histoire. Non? À laquelle il est soumis. Là, parce que c'est une histoire à laquelle il est complètement soumis passivement et aveuglément. Donc, il vient libérer l'homme du poids de l'histoire. Donc, Freud, il va continuer dans ce sujet, dans ce chapitre, donc, qui est très intéressant. Il va nous dire, donc, imaginons un appareil psychique primitif. D'accord? Donc, il va nous parler de d'un appareil psychique primitif. Et en fait, il va dire que cet appareil psychique, on va imaginer que chaque fois qu'il reçoit une excitation, il a besoin de passer, donc, comme le pôle sensible
et je passe au pôle moteur. C'est-à-dire que je vais, boum, extérioriser et me décharger, on va dire, l'énergie. Et il va faire référence donc, à cet appareil primitif. Il dit, bah oui, comme les enfants, les bébés. Les bébés, qu'est-ce qui leur arrive? Donc les bébés qui vont être en train, on va dire, de former, non, de former cet appareil. Parce que, bon, la chose est complexe, on ne va pas. Mais bon, je continue. Donc, et en fait, il va nous donner l'exemple en disant que là, que le bébé, quand il a chaud, quand il a froid, il va commencer donc à bouger. Et pour réclamer ou pour essayer de voir s'il peut solutionner donc quelques idées ou solutionner le froid, le chaud, etc. Non, on va lire. Et en fait, il va rien arriver parce que le bébé, tout seul, il ne peut rien. D'accord? Et donc, on va dire que ça s'appelle la nécessité. On va faire la différence entre la nécessité et le désir. Et donc, ce qui se produit, donc l'énergie qui produit, non? Donc cet enfant qui réclame, qui pleure pour réclamer donc que quelqu'un vienne s'occuper de lui. Donc il dit que effectivement, quand on va lui donner à manger et qu'il avait faim, ben il va se sentir plus tranquille. Donc, et là, c'est là où va commencer à s'établir les premières traces mnémiques, avec ses premières sensations de satisfaction. Parce que c'est assez facile à imaginer. Le bébé, quand il pleure, qu'il a faim et que tout d'un coup on lui met le sein ou le biberon avec du lait chaud dans la bouche, imaginez la sensation de plaisir. Et nous sommes tous passés par là. Plus que de plaisir, c'est la sensation de satisfaction. Et donc c'est la satisfaction de quoi? D'un besoin. C'est pas la satisfaction d'un désir, c'est la satisfaction d'un besoin. D'accord? Et nous allons voir que donc ce sont les premières traces qui vont rester dans l'appareil, qui vont s'installer dans l'appareil psychique. D'accord? Donc il va dire d'un côté, l'enfant, il va considérer que pour l'enfant, on parle d'une mère phallique. Et on parle d'une mère phallique parce qu'en fait, elle répond à tous les besoins de l'enfant. L'enfant, il a faim, poum, on lui donne à manger. L'enfant, il a froid, poum, on lui donne une couverture pour le couvrir. Il réclame, on va le promener. Je veux dire qu'il a toute une quantité de soins qui couvrent tous ses besoins. D'ailleurs, il y en a certains qui disent que les enfants, en général, ils sont très agréables, très séduisants. Non, on a dit, je le mangerai, je le mangerai tellement il est séduisant, ce bébé. Et il dit que ça, en fait, c'est comme quelque chose qui est nécessaire au bébé pour qu'on continue à s'occuper de lui. Hein, c'est pour ça que quand on voit des bébés comme ça qui pleurent tout le temps, c'est beaucoup plus difficile de s'occuper d'eux, non? Bonjour Hélène, bonsoir Hélène. Donc en fait, il va expliquer que cette mère, pour le bébé, elle peut tout. Cette maman, elle peut tout. Bien sûr, puisqu'elle couvrait tous nos besoins. Elle a couvert tous nos besoins. Donc nous la voyions comme quoi elle pouvait tout. D'accord? Que c'est elle qui venait calmer nos besoins. Il dit, c'est là que va s'installer le désir. C'est-à-dire que quand on va garder la trace, parce qu'au début, l'enfant, il ne se rend pas compte d'où vient le lait chaud, qui donne le lait chaud. Je veux dire que le bébé, premièrement, lui, simplement, il a des petites sensations qu'il essaye de couvrir, mais petit à petit, il va agrandir. Et quand il se rend compte qu'il a faim et qu'il y a quelque chose qui vient couvrir ce besoin, ça marque la trace. Et cette trace, ça va marquer la trace, en fait, la trace du besoin, la trace de la nécessité. Et cette trace de la nécessité, c'est cette trace à laquelle nous allons vouloir revenir toute notre vie. Et c'est ça le désir. C'est-à-dire que nous allons vouloir revenir tout le temps à cette sensation de satisfaction, qui n'existe plus. Nous sommes d'accord, ça n'existe plus. Mais nous allons pourtant essayer de tout le temps revenir à cette sensation. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain,
il ne peut pas renoncer à quelque chose qui lui a donné du plaisir. Ou qui l'a satisfait, non? Puisque là, on parle de satisfaction. Donc, quand il ne peut pas l'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace. D'accord? C'est-à-dire que quand on a, et ça c'est très important, c'est-à-dire que quand on a quelque chose qui satisfait des désirs, qui satisfait un besoin, un désir, c'est toujours très rapide parce qu'après il faut recommencer. Non? C'est pas que ça y est, je suis satisfait, non, c'est comme la faim. J'ai faim, je dois manger, puis après j'aurai faim de nouveau. Donc, d'accord? Et donc, c'est quelque chose qui va toujours, c'est pour ça qu'on dit que le désir c'est le moteur. Parce qu'on va toujours chercher à récupérer cette trace première de satisfaction. Et donc, on ne peut pas renoncer. Il faut toujours accepter que nous sommes dans ce mouvement. Et qu'en général, c'est pour ça qu'après, il y a des satisfactions chez l'être humain qui deviennent bizarres. Parce que, non, on a vu que l'être humain, il est capable de se satisfaire avec des choses, on va dire, chacun ses goûts. Mais dans le sens où on a des satisfactions, chaque personne a des satisfactions un petit peu particulières. Même, non, on va dire, c'est pour ça qu'on va dire que cet appareil, en fait, il va toujours se satisfaire. Même si dans la conscience, il y a quelque chose qui apparaît, qui est désagréable, non? Par exemple, quand on parlait, ce dont on va parler la semaine prochaine, quand on parle des cauchemars, il apparaît dans la conscience comme quelque chose où il n'y a aucune satisfaction, c'était horrible, c'est un cauchemar, c'était horrible, et pourtant il y avait satisfaction. Donc, la même chose dans nos symptômes. Nous avons des difficultés pour nous éloigner de nos symptômes, nous avons des difficultés pour arriver au divan d'un psychanalyste parce que dans nos symptômes, nous avons une satisfaction, pas consciente, effectivement. Mais pour l'appareil, vous voyez, dans cet appareil hallucinatoire, il y a une satisfaction. Et donc, ce qui est très important de voir, c'est qu'on va vivre, parce que il faut se rendre compte que pour l'être humain, c'est aussi important de satisfaire la faim, d'accord, ou on peut dire qu'il est extérieur, l'homme, la femme, l'être humain, il doit manger, que se satisfaire un fantasme. Il y a des fantasmes qui est nécessaire d'être satisfaits. On ne peut pas rester avec, d'accord? C'est-à-dire que, et donc comment on fait? Il y a certains fantasmes, comment on fait pour les satisfaire? On imagine, on fantasme. Donc nous avons les fantasmes diurnes et nous avons les rêves pendant la nuit, où nous allons réaliser, on va dire, de façon hallucinatoire et satisfaire. Donc il y a satisfaction dans l'appareil psychique. Maintenant, quand il y a uniquement satisfaction dans l'appareil psychique, il faut aller faire toc-toc chez le psychanalyste de façon urgente, d'accord? Parce qu'il faut avoir des satisfactions dans la réalité. Bon, il est l'heure. Donc, nous continuons la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, mardi prochain, le prochain chapitre, c'est le réveil par le rêve. Donc, quelle est la fonction du rêve? Et le cauchemar. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur l'idée du cauchemar. Donc, merci à tous. Merci de partager à droite à gauche cette vidéo, enfin, si vous en avez envie, évidemment. Et on continue la semaine prochaine avec le prochain chapitre d'une lecture donc de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Bon, merci d'avoir participé à cette vidéo et on continue la prochaine fois. Au revoir, à bientôt, ciao ciao.